Bonjour YouTube. Comment on se retrouve? Aujourd'hui, on va parler sectarisme. Aujourd'hui, ce sera le thème d'ailleurs. Alors, sectarisme, mais qui dit sectarisme dit publicité. Finalement, ne dirait-il pas simplement marketing? Donc aujourd'hui, on va regarder la chaîne de Ace-Sami, voilà. Je le connais pas du tout, je ne sais pas du tout la qualité de son contenu, si ce n'est qu'il met des sources, et vous le savez, moi les sources, c'est mon grand amour de tous les jours. Donc Ace-Sami, hein, voilà, on relit un petit peu son à propos, j'essaye de vulgariser le marketing et ses impacts. Il a pas fait beaucoup de vidéos et pourtant il a déjà 30 000 abonnés, c'est assez dingo. Et en fait, on va regarder sa dernière vidéo qui est sortie il y a un mois, comment vendre un mixeur comme une secte. Et comment dire, évidemment j'ai vu le titre, je me suis dit, oh la dingues, regardez-moi ça, oh la dingues quoi. Je me suis dit, faut regarder ça faut voir. Ça faut voir, moi aussi, finalement, vous savez, je suis influenceur, moi aussi j'ai envie de construire une communauté aimante. Et sans cervelle, donc je me suis dit c'est parfait. C'est parfait quoi. Bon, on y va? C'est parti? Let's go. On découvre Sami. Notre histoire débute chez Anna Phelps. C'est le jour de la démonstration. Dans son salon, ça va pas Anna trop fort. Trois autres femmes. Anna n'est pas notre personnage principal dans cette histoire. Non, le personnage principal, c'est son Thermomix. Oh mais déjà, je vous le dis, je vais déménager bientôt. Le Thermomix, ça me vend du rêve. Voilà. Je vous le dis tout de suite, le Thermomix là, ça me... Pouah. Je comprends que ce soit le personnage principal. Rien qu'avec ça, moi, j'ai déjà envie de l'épouser, en fait, de dormir avec. J'ai mis un peu plus fort, hein. Nettoyé, qui va servir dans quelques minutes à lancer de nombreuses Il parle pas préparations. fort. Dans le groupe de 3 Ça femmes, va mieux là? on peut y retrouver une mère et sa fille. Denise a en effet amené sa fille Holly à une présentation Thermomix chez elle. Non mais alors attendez juste une seconde, j'espère que c'est des images de stock. Hein. Holly possède un studio de pilates à Moorbank en Australie et elle habite plutôt loin de son boulot. Sa mère voulait vraiment l'aider à plus cuisiner pour ses 2 enfants qu'elle nourrit plus avec des plats préparés qu'avec les délicieux repas faits maison. Au bout de la table... Ouais bah c'est pas donné hein, c'est un peu la flemme hein, parfois de faire des repas faits maison. À part des spaghettis là avec le concentré de tomates, j'ai envie de dire. Amy, qui connaît déjà Anna, est aux anges. Elle rêvait d'avoir un Pourquoi il y a le logo Audi là? Trop bizarre. Thermomix à l'œuvre depuis un moment. Trop Mère bizarre. célibataire d'un enfant de 5 ans, elle a peur des conservateurs et autres produits chimiques dans l'alimentation de sa fille. Pendant 2 heures, Anna échangea sur comment utiliser le produit, sa simplicité, à quel point l'alimentation saine est importante, ainsi que la santé de leurs enfants. Et bien sûr, tout en laissant le Thermomix derrière se charger de préparer une délicieuse salade de betterave, un risotto, ainsi qu'une pâte à pizza à l'ail. Anna... Alors déjà, moi le Thermomix, je le répète, hein, mais le Thermomix, on me l'a déjà vendu, moi. J'ai des collègues de bureau qui m'ont dit « Oh, c'était pas le... Alors, ça s'appelait pas Thermomix, je sais pas comment ça s'appelait. Mais ils étaient là « Oh, non, mais c'est trop fort. » Et c'était un truc du même style, quoi. Donc, c'est un vrai délire. C'est un vrai délire. Ne sous-estimez pas les Thermomix, d'accord? La secte des Thermomix. Le Thermomix est incroyable. Et c'est normal qu'elle le répète d'ailleurs, car Anna est une des meilleures vendeuses de Thermomix d'Australie. Elle est tellement performante qu'elle gère une équipe à donc elle existe seule vraiment de 21 consultantes. C'est sûr, Lainey et Holly vont finir par en prendre un. Ce à quoi vous venez d'assister, c'est la vente d'un Thermomix, le robot multifonction de la société allemande Vorwerk, qui fait tout. Raser, couper, moudre, hacher, mijoter, fouetter, peser, émulsionner, cuire à la vapeur, mixer, réchauffer, pétrir, mélanger et mesurer. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le prix de ce robot multifonction. 1 500 €. Combien? Pardon? Ah moi on m'avait pas dit que c'était 1500 balles par contre hein. Moi les Thermomix dont on m'avait parlé, on m'avait dit je crois que c'était déjà cher, c'était genre 400 € je crois. 1500 €. Mais j'espère qu'effectivement là ça en plus capture les ondes ou je sais pas quoi là, parce que vraiment peut-être que ça fait le café, Pour se donner une idée, avec 1 500 €, vous pouvez acheter au choix absolument toute la boutique officielle de Philippe Etchebest pour cuisiner comme un vrai chef. J'espère hein, parce qu'à 130 € l'éminceur, faut que ça émince bien. Un four, un frigo, des plaques de cuisson, un micro-ondes et en bonus vous avez le cuiseur de riz, une machine à soupe et peut-être même un petit robot mixeur. Vous pouvez aussi acheter avec 1 500 € une demi-Peugeot 107 d'occasion. Non, ça c'est fake par contre. Ça, la vidéo elle a été faite il y a un mois. Non, ça c'est fake hein.
En Belgique, maintenant, les voitures, c'est minimum 5000 balles, là. Et ça, c'est les voitures que avant tu achetais 1000 balles. Donc, c'est vraiment les épaves, quoi. Bref. Ça va vous servir, je sais pas, mais vous pouvez. Et bien sûr, vous pouvez acheter pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais bien 5 matelas et Est-ce que ce serait pas le sponsor de cette vidéo? On en parle juste après, un peu plus tard. Ah, on pourrait se demander pourquoi dépenser autant d'argent dans un produit qui, certes, peut vous aider à faire ce magnifique poulet basquet que vous préparez une fois tous les 3 mois pour épater votre belle famille, mais qui peut pas faire d'omelette. La boîte est ancienne, vraiment très ancienne pour ce qu'elle vend. Mais c'est aussi une anomale qui arrive à tenir depuis des dizaines d'années et a réussi à construire une marque avec principalement un seul produit. Bon, il faut aussi un aspirateur Cobalt, mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Un seul produit qui a certes... Attends, il dit il faut aussi un aspirateur et puis il dit c'est pas le sujet? Comment ça? C'était le sujet, et puis là maintenant tout à coup ça a disparu, ils vendent l'aspi en même temps que le mixeur? Parce que c'est peut-être pour ça, hein, les 1500 balles. Peut-être mal compris. Non, je ne pense pas qu'il ait mal compris. Pas mal évolué avec le temps, mais dont les enjeux et les techniques marketing posent certaines questions. Ah oui, il y a des mises à jour, mais c'est pour ça, 1500 €, mais oui, parce que ça fait les mages. Avant, vous aviez un mixeur juste, mais vous aviez un programme dedans, vous pouviez pas le modifier. Là maintenant, voilà, il va vous faire des smileys quand vous avez fini votre mixage. Et ça... Parce que ça vaut pas tout l'or du monde finalement. De Thermomix, c'était dans l'article de l'histoire du début. J'ai toujours plaisanté en disant que le Thermomix était ma secte préférée. Sauf qu'en fait, ça allait plus vite que la mage Valo. Bonjour, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre... J'ai l'impression que c'est Samy. Et un matelas. Un matelas même. Et ma. Bon, on passe quand même la collab. Il a l'air de l'avoir fait assez drôle. Mais malheureusement, voilà, on va quand même passer la collab. J'ai pas envie de faire plus de pub que ça, malheureusement, à des produits, voilà. Mais bien sûr, n'hésitez pas à regarder et à utiliser le code de Samy. Ça l'aidera énormément. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes qu'on regarde comme d'hab. Bon, avant de parler de toute la partie marketing, je pense que c'est assez important de faire un peu d'histoire. Vorwerk, l'entreprise derrière le Thermomix, comme je vous l'ai dit, c'est une vieille boîte. Très vieille. Fondée en Allemagne en 1883 par 2 frères, Karl et Adolf Vorwerk, Adolf Vorwerk, l'entreprise commence d'abord par se spécialiser dans la vente de moquettes et de tapis de luxe. Parce que ça déjà, je vais le dire, son humour me vend du rêve à Samy. Samy, je sens que son humour va me toucher. Oui, avant d'être le créateur du Thermomix, l'entreprise était d'abord spécialisée dans la tapisserie. Et purée, ils en vendaient du tapis et de la moquette. Elle fait plutôt bien son trou en Allemagne, jusqu'en 1929, où celle-ci décide de se diversifier. Vous allez me dire, ah bah c'est l'arrivée du Thermomix. Bah non, pas du tout, c'est le rapport entre un Thermomix et des tapis. Non, leur premier élargissement de gamme sera l'aspirateur Cobalt. C'est une référence à un butin de la culture germanique qui habite dans les maisons, mais on s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant avec les aspirateurs, c'est le début de la mise en place de la vente directe pour l'entreprise. Vente directe qui, vous allez le voir, va nous intéresser tout au long de la vidéo. C'est bon les madames ? Bon, l'aspirateur... En vrai, c'est malin parce que, donc, ils ont commencé sur les tapis, ensuite ils se sont dit on doit se diversifier, ben tiens, restons dans les tapis. On vend des aspirateurs qui, en plus de faire les tapis, font le sol tout court, donc ça peut en plus s'étendre. Et puis par après, je suppose qu'ils vont se dire, ah ben tiens, pourquoi pas faire un mixeur ? Vu qu'on peut le vendre effectivement en porte-à-porte, et que les mixeurs, tu peux carrément le donner directement parfois. Enfin, peut-être pas, ça Cartonne aussi, mais patatras, c'est la guerre et pas le choix, faut Bonne soirée, pour le gouvernement en place. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise relance la production d'électroménagers et commence à s'implanter à l'étranger, principalement en Italie. L'entreprise va ensuite littéralement surfer sur les 30 glorieuses pour se diversifier, mais genre très fort. Par exemple, avec une branche de services bancaires. Alors, j'ai fait LV2 espagnol, donc je peux clairement pas prononcer le nom de cette filiale. Coup dur. Vous pouvez aussi retrouver une filiale de nettoyage de moquettes industrielles. Alors, j'ai toujours pas appris allemand entre deux phrases dans ce script, donc je m'amuserai pas non plus à la prononcer. C'est aussi à ce moment où Thermomix attaque le marché de la cuisine avec la première version de ce qui viendra le Thermomix officiellement 10 ans plus tard, le Vorwex VKM. Ben voilà, c'était sûr. Qui est un mixeur multifonction. Mais regardez-moi déjà tous ces accessoires. Ce truc à l'époque mélange, malaxe, coupe, mixe et voilà. Pour l'anecdote d'ailleurs, le Thermomix provient d'un brevet déposé par un ingénieur français pour une machine capable de mixer et de cuire en même temps, qui date des années 60, avant d'être acheté par Vorwerk. Suivi de plusieurs modèles, tous spécialisés dans le mixage. Mais donc, on est d'accord que celui-là, il fait que mixer. là, on en est encore au mixeur. Hein ? Oui, je pense. Parce que là, il cuit pas encore. Globalement, c'est qu'à partir de 71 que l'entreprise sort le premier cuiseur-mixeur sous le nom officiel que l'on connaît tous aujourd'hui, le Thermomix. En vrai, ça devait être une vraie révolution, le fait que ça cuise en même temps.
VM 2000. Et déjà aujourd'hui, c'est une révolution. Jamais de le faire évoluer. Le VM 2200 qui ajoute un bol, le TM 3000 qui permettra de régler la température en plus de la vitesse de mixage, le TM 21 en 1996, le TM 31 en 2004 avec son nouveau système de capteur, le TM 5 en 2014. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de regarder des mixeurs? Non, c'est parce que là, tout à coup, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie finalement? Eh ben, mon dimanche soir, je le passe à regarder des mixeurs. Voilà. Et son écran tactile, et enfin le TM6 aujourd'hui, la Rolls-Royce de l'entreprise. Bref, si les produits s'améliorent et rajoutent une certaine complexité, d'un point de vue technique et électronique, le fond reste le même, mixé et chauffé en même temps. Pour autant, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est un modèle que je n'ai pas mentionné avant, le TM 3300, sorti en 1980. Parce que s'il y a peu d'évolution avec le modèle sorti avant, le TM 3000 d'un point de vue technique, il y en a une majeure d'un point de vue commercial. Une évolution qui a totalement transformé l'entreprise pour lui donner un peu cet aspect de secte aujourd'hui, la vente en réunion ou la vente en groupe. Oh là là. On va parler de ça donc. Coup dur. Hein. La vente en groupe, j'ai toujours trouvé ça d'un cringissime. Vous avez déjà participé, vous, à des ventes en groupe? Moi, jamais. Tout simplement jamais. Il faudrait que je demande à mes parents s'ils ont déjà participé à de la vente en groupe. Mais je crois pas non plus. Et Ah si, je crois que ma mère, elle a fait avec Tupperware, je crois. Il y avait pas ça. Tupperware, il faisait beaucoup ça. Mais c'est toujours des trucs bizarres. Hein. Parce que oui, sur le fond, l'entreprise Vorwerk, c'est toujours bizarre. Elle n'a rien d'exceptionnel. Sur la forme, il s'agit depuis des années d'une des rares entreprises à pouvoir vendre un produit très cher pour une cible complètement populaire. Mais comment ça se fait? Parce que, posons-nous 5 secondes pour en discuter. Les deux arguments principaux du Thermomix, mis en avant par la marque, et dans un premier temps sa capacité à remplacer des dizaines d'appareils différents par un seul appareil, et le second c'est que grâce à lui vous pourrez cuisiner vous-même des plats sains en opposition aux plats rapides ultra transformés. En clair, vous gagnez du temps et de l'espace dans un premier temps, et vous gagnez des points de vie dans un second temps. Ok, ça c'est cool, mais les fameux PV. Le prix. Parce que d'un point de vue utilitaire, la réussite de Thermomix est un non-sens complet. Ok, partons du principe que vous avez une petite cuisine et pas la place pour stocker tous les appareils qui le remplacent. Super. Mais un marketeur moyen se dirait, si c'est une petite cuisine, ça veut dire que la personne n'a pas spécialement de thunes. Et donc un robot qui mixe et qui chauffe à 1 500 €, ça n'a pas spécialement d'intérêt. On va s'acheter une poêle à 20 balles et un couteau à 10 € et c'est réglé. Concernant la nourriture, c'est un peu le même principe. C'est marrant parce qu'on voit la différence entre marketing et logique. Et c'est vrai que derrière le marketing, mine de rien, on doit sortir de la logique en fait. Finalement, c'est un peu, ça devient de la mauvaise politique, je vais dire, où tu dois vendre quelque chose que la personne ne croit pas, ou voilà, jusqu'à présent ne pensait pas. Et tu dois lui donner des arguments qui vont lui paraître sensés, alors qu'en réalité, en fait, il pourrait à la fin de tous tes arguments dire juste « Mais je vivais très bien sans vous avant, pourquoi j'aurais besoin de vous ?» Et là, t'es carotte en fait. Si une personne mange, ça veut dire qu'elle investit dans sa cuisine, mais surtout ça veut dire qu'elle sait cuisiner. Et si elle sait cuisiner au quotidien des choses saines, pourquoi elle irait acheter un robot mixeur à 1 500 € alors qu'une casserole, une poêle, un couteau et une planche à couper, elle va au bout du On le rappelle. Et c'est là qu'intervient une chose incroyable en marketing, c'est le branding. Ce qu'on appellerait en français le fait de construire la perception d'une marque. C'est moins sexy d'un coup. Si la construction d'une marque est propre à l'ère capitaliste, avec l'explosion du nombre d'acteurs sur le marché et la compétition entre les entreprises, une erreur commune du tout venant est de croire que la seule communication permet de construire cette marque. Votre logo, vos couleurs, vos campagnes publicitaires, etc. Alors dans les faits, c'est un poil plus complexe que ça. Quoi qu'on vous dise, il n'y a pas d'astuce miracle mis en place par les entreprises. Pas de secret de l'univers que se partagent les marketeurs avides d'argent depuis plus de 100 ans. Et en fait, encore heureux, parce que vraiment, sinon, vous imaginez, on boufferait tous les mêmes pubs tout le temps. Déjà que j'en peux plus, moi, des pubs sur YouTube, mais alors imaginez qu'elles soient toutes les mêmes en plus. Oula, j'en ai tapé mon bras de micro, quoi. Et juste pour dire à quel point d'ailleurs c'est complexe quand même la communication, c'est que même des très grandes marques avec des équipes de communication de fous furieux font encore parfois des pas de côté, dans le sens où parfois ils se plantent au niveau marketing, comme l'inverse d'ailleurs, parfois il y a aussi des grandes réussites, bref. De famille en famille, rien.
Et c'est moins la stratégie de votre entreprise que la régularité avec laquelle vous la répétez qui fera la différence. Ce qu'Anthony Galluccio appelle le rapport halluciné à l'objet, dans son livre La fabrique du consommateur, montre en effet un rapport plus distant aux produits dont on ne sait plus rien, ni comment ils sont fabriqués, ni les détails de leur fabrication. Nous faisons simplement confiance à une entreprise en lui donnant 1 500 € en échange d'un produit que l'on a l'impression de connaître, mais dont nous n'avons pas mis une vis ni un boulon. Et pour résorber ce déficit de confiance... Vive le capitalisme, bien sûr. La marque. Et la marque, ou le branding, a totalement changé le rapport entre le consommateur et les grandes entreprises, qui par extension ne vendent plus un produit à proprement parler, mais un imaginaire, une représentation. Ce que Don Slater appelle le fétichisme de la marchandise, c'est ça. En clair, la valeur d'un produit devient une propriété naturelle du produit, et ce même produit devient porteur de la valeur sociale et culturelle. Et si la publicité s'est emparée de ce principe avec force au début du XXe siècle, il y a bien d'autres moyens de fétichiser un produit. Et oui, ce mot existe vraiment. Et Thermomix utilise depuis bientôt 40 ans. C'est quoi tes kinks ? Ah, moi je suis fétichiste du produit. J'adore tout ce qui est marque, j'adore tout ce qui est branding, vraiment. On devrait les appeler comme ça, les marketeurs en fait. Les fétichistes du branding. Oh, ce serait beau. Le plus puissant, et peut-être le plus ambivalent d'entre tous, la vente en réunion. Et c'est exactement ce type de vente qui vous fait passer pour une secte. Ok, reprenons l'exemple du début. Vous voulez bien ? De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est marrant ces tournures de phrases qui insinuent que vous avez une possibilité de dire non, mais qu'en fait, vous n'avez pas du tout la possibilité de dire non. Revenons à Anna. On appelle ça une question rhétorique. Lainey, Holly et Denise. Bah, une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce sont pas ses potes. Anna, elle est là pour vendre. Et il faut aussi comprendre un truc, c'est que 4 ans auparavant... Ah, c'est des vraies photos en fait. Oh, jusqu'à très récemment... C'est des vraies photos. Voilà ce qu'il fallait faire pour pouvoir acheter un Thermomix. Dans un premier temps... Je crois que c'était des photos de stock. Qui va vous mettre en relation avec un commercial indépendant du réseau. Il faut ensuite trouver un créneau avec d'autres personnes, se déplacer en général chez l'indépendant commercial pour une démonstration du produit, qui peut durer plusieurs heures, et ensuite, si tout va bien, vous pourrez acheter votre Thermomix. L'indépendant, il travaille pas pour Thermomix, dans le sens c'est pas un salarié. Cet indépendant, dans la grande majorité des cas, c'est un client qui voulait bien gratter une part du gâteau en gérant les ventes pour Thermomix et qui prend une commission à chaque vente. Donc il est à son compte. Si ça vous dit, vous pouvez devenir comme lui et organiser votre propre fête ou réunion où vous inviterez aussi 3 personnes et comme ça vous toucherez aussi une commission s'il y a une vente et ainsi de suite. Oui. En gros, c'est une pyramide de Ponzi, mais saine, parce que en fait, comme... Bon, c'est ce que je suppose, attention, hein, peut-être que c'est pas sain, mais en tout cas... La différence avec la pyramide de Ponzi, c'est que la pyramide de Ponzi, elle est financée par les nouveaux adhérents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, elle va mettre de l'argent. Et c'est avec cet argent qu'en fait, la société va non seulement payer en fait ses indépendants, salariés, etc. qui réussissent à vendre des produits. Mais surtout, en fait, elle va faire des bénéfices, mais qu'elle va garder de côté finalement et normalement pour réinvestir, pour améliorer le produit, pour rembourser la recherche et développement du produit, etc. Mais là, dans la pyramide de Ponzi, évidemment, les produits souvent c'est de l'arnaque, c'est du caca, c'est des choses qu'ils n'ont même pas produit eux-mêmes et donc du coup, en fait... C'est là toute l'arnaque de la pyramide. C'est soit il n'y a même pas de produit, en fait, c'est sur des promesses que ça se vend. Et donc, le jour où en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de produit, la pyramide s'écroule. Puisque du coup, évidemment, il n'y a plus de rentrée d'argent. Les gens veulent se faire rembourser puisqu'ils n'auront jamais leur produit. Et à ce moment-là, en fait, souvent la tête de la pyramide s'est cassée. Pendant que les autres, les bouffent un petit peu tous les procès. Et ici, évidemment, c'est du coup... Je suppose pas une pyramide, puisque du coup, en fait, ils ont un produit qu'ils produisent eux-mêmes. Donc, derrière les 1 500 € provient le coût en recherche et développement, les bénéfices pour l'entreprise aussi, enfin, tout ça est calculé. Mais il y en a un petit pourcentage aussi qui sera reversé donc, aux commerciaux. Et comme les gens vont recevoir leurs produits... du coup, c'est censé être un commerce normal. Oui, mais bon, bref. C'est du MLM, donc de la vente à multiniveau. Il s'agit d'un système plus ou moins pyramidal où les vendeurs doivent recruter d'autres vendeurs et ainsi de suite. Bon, c'est intéressant tout ça, mais Thermomix, ça donne quoi aujourd'hui ? Surtout avec l'essor depuis quelques années de concurrents beaucoup moins chers comme le Monsieur Lidl par exemple. Thermomix, aujourd'hui, c'est une croissance indécente. L'entreprise vend en moyenne 2 milliards d'euros de cet appareil par an. Le réseau comporte plus de 80 000 vendeurs indépendants répartis dans 60... 2 milliards pour des mixeurs. C'est de la folie. Des pays, c'est juste monstrueux. En France, en 2016, on comptait 60 directeurs d'agence qui gèrent 430 responsables de secteur qui coordonnent 8000 conseillers de terrain. Et sur ces 8000 conseillers de terrain, seulement 10% sont salariés chez Vorwerk. Écoutez bien, 90% de ces 8000 conseillers sont des femmes. Pour l'acheter,
Il faut prendre rendez-vous avec Marie, 62 ans, l'une des 8 autres conseillères de la marque. Ce sont toujours d'anciennes clientes devenues vendeuses à domicile. Et c'est là aussi où il faut se rendre compte que la fabrique de la pauvreté, c'est un levier extrêmement puissant pour, je vais dire, le système capitaliste, en fait. C'est-à-dire que plus les gens sont pauvres et plus ils vont vouloir gratter un petit peu d'argent par-ci, par-là. Et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à convaincre des gens de vendre des mixeurs de Zub. Parce que quand derrière tu leur dis mais ouais mais imagine t'as 10 potes et sur tes 10 potes t'en as 2 qui achètent pour 1500 € et toi sur les 1500 tu vas peut-être recevoir 200 €, tu vois, ce qui est pas mal en vrai. Bah en fait ça veut dire que tu vas recevoir 400 € pour finalement avoir juste travaillé une après-midi. Et c'est là en fait où je pense qu'on sous-estime le pouvoir en fait de la pauvreté, le pouvoir à quel point ça peut acculer des gens en fait pour accepter des offres comme ça et comment on peut capitaliser à mort dessus parce que bon l'appareil il est vendu 1500 mais on le sait très bien, c'est comme les iPhones hein. Ça a coûté 200 balles à produire, allez on calcule le recherche et développement derrière, on va dire si t'essayes d'amortir ça fait peut-être 250 €, allez. Ouais, donc bon, bref. L'entreprise séparerait ses vendeuses sous 3 catégories. Bref. Celles qui font quelques jours dans le mois et qui arriveraient à sortir entre 300 et 600 € par mois. Celles à mi-temps qui pourraient monter jusqu'à 1000 € et celles à temps plein qui pourraient monter soi-disant jusqu'à 3000 €. Vous l'aurez bien compris, impossible de vérifier ces chiffres. En 2016, ce sont 420 000 réunions qui ont été organisées en France, soit 1150 par jour en moyenne. Attendez, on va regarder le taux de turnover, donc de départ chaque année, 50%. On peut lire, soi-disant, tiens donc. Une fois qu'une vendeuse a fait assez de commissions pour payer son Thermomix, elle arrête. Si 4000... Ah mais c'est ça le pire. Ah c'est malin. Donc en fait... donc non seulement... En fait c'est ça le truc, c'est que c'est même pas pour gagner de l'argent que les gens font ça, c'est vraiment pour rembourser leur appareil qu'ils ont déjà acheté. Ah ouais, c'est là où on va toucher à l'aspect sectaire, je pense. Hein. Des 8000 vendeuses ont laissé tomber en 2016, la société, elle en a recruté 5000. Vous l'aurez donc compris, dans un modèle de ce type, la priorité, c'est pas la vente du produit. La priorité pour la société mère, c'est de trouver de nouvelles vendeuses, encore et encore. Alors bien sûr, on pourrait se dire, non mais attends, maintenant, on a le monsieur Lidl qui coûte 10 fois moins cher et qui fait la même chose. Il y a d'autres concurrents moins chers qui 70%. Thermomix, c'est toujours 70% des robots multifonctions vendus en France. Pour Sophie, c'est énorme. Véritablement la qualité du... Oui, mais alors, par contre, en fait, c'est ça. C'est que là, ils ont l'aura de la marque qui existe depuis un siècle, qui, du coup, jaillit et qui leur profite, évidemment. Puisque derrière, maintenant, les gens achètent, et on sait très bien, enfin, ils achètent la marque, mais en plus, on sait très bien que plus le prix est élevé, et plus dans la tête des gens, ça veut dire qu'il a de la valeur, et qu'il sera probablement efficace. C'est comme ça que les arnaques, de manière générale, d'ailleurs, fonctionnent. Hein. En fait, ils vous demandent pas mal d'argent, parce que plus c'est gros, mieux ça passe, finalement, cette fameuse adage. Made in France, qui occulte le prix colossal du robot. Je pense que ce qui est fabriqué en Chine n'est pas forcément de même qualité. Leur chiffre d'affaires augmente chaque année. Parce que tu crois que c'est pas construit en Chine? Ah là là, c'est mignon. Non, c'est peut-être fait à Taïwan, pardon. My bad. C'est peut-être pas fait en Chine, c'est peut-être fait à Taïwan ou alors au Bangladesh. Non, Bangladesh, c'est plutôt les vêtements, c'est ça, le textile. Oh, je sais même pas, je connais mal mes trucs. Pourquoi ? Parce que même si au début des années 2000, tout le monde prédisait la mort de la vente directe pour le particulier, vous avez pu le constater d'ailleurs vous-même, hein, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'avoir affaire à un vendeur. Ça c'est moi. Grâce Bonjour. à Internet, le consommateur est devenu expert de ce qu'il achète. Donc en cherchant une quantité énorme d'informations pour chaque achat, et nous sommes persuadés de décider nous-mêmes de ce que l'on désire ou non. Pourtant, c'est aussi à ce moment-là que le travail sur la marque en tant que tel pour les entreprises a explosé. Car si nous ne pouvons plus forcer humainement le consommateur à acheter notre produit à grands coups de télévendeurs et de vendeurs terrain, nous pouvons essayer de gagner la guerre de l'information en ligne. Thermomix, ils ont fait l'inverse. Impossible de savoir si c'est par ignorance ou si c'est l'œuvre d'un plan stratégique bien ficelé. En fait, ils savaient pas qu'Internet était sorti entre-temps. Et quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. C'est pour ça. En tout cas, pour l'entreprise, le cash serait hilarant. et la relation presque sectaire qu'ils arrivaient à créer aurait été suffisante pour encaisser ce changement de paradigme. Et force est de constater qu'ils ont eu raison de pas changer leur modèle de distribution et de toujours obliger l'achat via des vendeurs en réunion.
Parce que si Internet est devenu un champ de guerre pour les marques et de l'image qu'elles veulent donner à grands coups de faux avis et de greenwashing, ça a été aussi l'émergence de communautés en ligne encore plus fortes. Des chambres d'écho parfaites pour des centaines de milliers de femmes à travers le monde qui vantent les mérites de leur Thermomix. Et si vous couplez une chambre d'écho avec un système d'achat hyper sélectif, où le fait d'avoir son Thermomix est perçu... T'as même plus besoin de payer pour de la publicité. 500 € dans votre les gens le font eux-mêmes. Félicitations, vous venez de construire une machine inarrêtable. Mais ce qui est très intéressant avec le MLM comme stratégie marketing, c'est son rapport très fort avec les mamans au foyer depuis sa création. Parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais je parle bien de vendeuses et pas de vendeurs. Et pour bien comprendre ça, on va aller parler d'une autre proto-secte de femmes au foyer, le roi incontesté Allez MLM. Ah, on y arrive. On y arrive, le Tupperware. Compris le contenant alimentaire, l'entreprise qui donna son nom à ces objets que vous utilisez peut-être. Si, allez. La société Tupperware. Il y a une histoire à raconter sur cette société, c'est celle d'une femme en particulier, une femme qui va absolument tout changer. Madame Tupper. Sur la perception du MLM. C'est ça? Non, peut-être pas. J'exagère peut-être. Je connais pas bien l'histoire de Tupperware d'ailleurs, donc ça va être intéressant. État de Georgie, 25 mai 1913. La petite Brownie May Humphrey, née d'une mère chapelière et d'un père plombier. Très jeune, son père divorce et la petite Brownie ne le reverra jamais. Elle grandit donc avec sa mère seule. S'il y a peu d'informations concernant sa jeunesse, on peut lire ici et là que les personnes se souviennent d'une jeune fille avec une forte capacité de persuasion. Si elle commence à travailler très jeune, c'est peut-être pas une photo d'elle. Pour le syndicat des chapeliers, la rencontre avec Robert Wise va changer le cours de son histoire en 1936. En effet, 2 ans plus tard, les deux vont avoir un enfant, mais aussi 5 ans plus tard, malheureusement divorcés. Robert se trouve être alcoolique et extrêmement violent. Et si Brownie décide de garder le nom de son ex-mari et devient le mal du siècle, Brownie Wise, elle ne se remariera jamais et devient donc, comme sa mère, quelques années. Je parlais bien du patriarcat, effectivement. Bien vu. Années auparavant, une mère célibataire en charge d'élever son fils, le jeune Jerry. Si depuis quelques années déjà, elle rédige des petites nouvelles dans le Detroit News sous un pseudonyme, travaille dans une agence de publicité et comme vendeuse dans un magasin, après la Seconde Guerre mondiale, et pour arrondir ses fins de mois, elle décide avec sa mère de commencer à vendre pour l'entreprise Stanley Home Product, lors de, je vous laisse deviner, des fêtes à domicile. C'est la première expérience de vente à domicile pour la jeune Brownie, et elle cartonne. Elle cartonne au point de devenir une des meilleures vendeuses de l'entreprise. Malheureusement, on est dans les années 50, et il est hors de question pour le fondateur de Stanley qu'une femme prenne une place à la direction. C'est là qu'entre en scène un nouveau personnage dans notre histoire, Earl Tupper, un ingénieur chimiste américain. Monsieur Tupper, évidemment, je m'étais trompé, c'était pas Madame, mais Monsieur Tupper. Mais peut-être qu'elle va se marier avec Monsieur Tupper. Qui, en j'allais dire, peut-être qu'il a pris son nom, mais en fait non. Hermétique en plastique, les Tupperware. Mais Earl a pas mal de difficultés à vendre son invention, principalement parce qu'à cette époque, les gens se méfient encore du plastique. Qui l'aurait cru? Vous l'aurez compris, Earl et Brownie vont pas tarder. Qui l'aurait cru qu'ils avaient raison. Cette rencontre va changer beaucoup de choses pour la société Tupperware. Brownie quitte donc la société Stanley, et en arrivant chez Tupperware, elle est catégorique. Il faut vendre les Tupperware via la vente en réunion. Et c'est ainsi qu'en quelques années, l'idée de Brownie devient le seul et unique canal de vente pour Tupperware. Mais en fait, la vente en réunion, c'est vraiment super pervers quand il pense. C'est vraiment, en fait... ce que je remarque, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même une autre manière de penser, de voir la consommation. On était beaucoup plus désinhibés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas le réchauffement climatique et tout, donc forcément, c'est des questionnements que les gens n'avaient pas. Mais et donc, consommer, finalement, n'était pas un problème, puisqu'il y avait... C'est pas grave, les produits étaient infinis, finalement. C'était vraiment juste une question de gagner du fric. Mais quand même, il y a quelque chose de vicieux derrière, parce que il y a ce côté un peu où tu travestissais les relations pour vendre quelque chose au final. Tu poussais les gens à avoir un gain de leur propre relation. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement vicieux et un peu hardcore quand même. Mais c'était ultra malin, évidemment, parce que quand tu vois quelqu'un chez toi, t'es dans ton propre confort, tu baisses plus ta garde que si t'étais dans un magasin ou autre part. Et d'autant plus si cette personne te parle comme un ami ou une amie que comme un vendeur, quoi. Wise vend tellement de Tupperware qu'elle devient en 1951 vice-présidente du marketing de l'entreprise. L'une des rares femmes cadres à cette époque-là aux États-Unis. L'ascension de Wise, elle est fulgurante. Et sa capacité à convaincre et à agrandir le réseau de vendeurs indépendants était structurant pour Tupperware. En 1954, c'est 20 000 personnes qui ont rejoint le réseau de revendeurs, tous indépendants.
Et même s'il y avait quelques centaines d'hommes, la grande majorité était composée de... Ah, il y avait quand même 100 hommes. Cherchant à arrondir les fins de mois. Wise imagine le principe. Au moment où tu viens à la réunion, t'as déjà acheté le produit. Non mais clairement. Devient le visage public de la marque, fait le tour des talk shows et les couvertures de magazines, et devient d'ailleurs la première femme à faire la couverture à l'époque du très célèbre Business Week. Mais chaque belle histoire a sa chute, et celle de Wise fut dramatique. La jalousie de Tupper le poussa à la licencier du jour au lendemain. Wise tenta bien la carte du procès. America, fuck yeah. Mais ne repartit génial qu'avec $30,000, soit l'équivalent de son salaire annuel. Earl vend quelques mois après l'entreprise. Et bien sûr, Wise n'avait aucune action. Elle ne touchera donc absolument rien. Et purée, quand même. C'est le patriarcat, il en a fait des dégâts, hein, quand même. Bordel de merde. Années, le nom de Wise fut tout simplement supprimé de l'histoire. Carrément, quoi. Celle-là même qui fera de cette marque ce qu'elle est aujourd'hui. Si la conclusion de Wise, elle est dramatique, son histoire est particulièrement parlante d'un point de vue sociétal. Pendant presque 10 ans, elle fut le visage de ces réunions de femmes. C'est un truc de fou, et c'est un truc de fou qu'on l'ait quand même complètement oublié aujourd'hui. Ça montre à quel point, on peut complètement, supprimer le nom de quelqu'un et le faire oublier dans l'histoire, quoi. C'est vraiment dramatique. Elle fut le visage de la pratique de la vente à multiniveau. Et elle fut aussi un modèle. Parce que plus personne la connaît aujourd'hui. Femmes américaines dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en effet, vous l'aurez compris, une grande partie des entreprises MLM ciblent en priorité les femmes. Et le lien historique entre les deux, il peut pas être occulté. Espérons que ça change, hein. Quand même, il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent... Quand je parle de liberté à mon époux, qui partagent les tâches. Pourquoi je me plains. C'est vrai, le gouvernement vient de voter une loi en notre faveur. J'ai maintenant un compte à mon nom. Waouh! D'argent à moi. Waouh! Mes seuls revenus sont les allocations familiales. Et elles suffisent à peine pour les enfants. Pour les courses et les dépenses personnelles, je dois encore réclamer à mon mari. On a quand même réussi à nous faire gober un truc de malade mental, hein. Mais je veux dire que ce soit les femmes ou les hommes, quels qu'ils soient. Parce que dire on va soumettre la moitié de la population pour... parce que vous verrez, ce sera plus pratique. Alors que du coup, je veux dire, les femmes ont des conditions... ont eu et ont toujours des conditions terribles, finalement, je vais dire quand même, de vie où elles subissent violence et toujours sexisme, etc. au quotidien. Mais où les hommes aussi sont dans une prison dorée, finalement. Et je vais dire, c'est même... c'est très pervers, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent se complaire dans cette prison dorée, alors qu'en réalité, c'est aussi un enfer, en fait. Hein. C'est littéralement un enfer, donc non, c'est vrai que, voilà, c'est vraiment le patriarcat. Pour moi, on s'est complètement fait carotte. Et c'est un peu comme les différents systèmes tyranniques ou quoi que ce soit. C'est à chaque fois, on s'en rend compte quand c'est trop tard, quoi. Je supporte tellement mal de lui acheter un cadeau, en sachant pertinemment que, quelque part, il se le paye lui-même. Si des entreprises comme Tupperware puis Thermomix ont aussi bien fonctionné, c'est aussi en partie dû à la situation des femmes sur cette période. L'après-guerre signe en effet un revirement assez fort pour la condition féminine, et si leur participation à l'effort du travail pendant la Seconde Guerre mondiale a été déterminante, les sociétés occidentales de l'époque les ont vite obligées à se tourner vers un autre type d'activité, le travail domestique. En effet, l'après-guerre signe le retour de la femme dans son rôle. Allez, retourne à la cuisine, tu ne mérites pas ça. C'est bien, vous avez travaillé pendant la guerre, mais cassez-vous maintenant. Mais je comprends pas, sans patriarcat, pas de papa. Et si pas de papa, alors je serais pas né. Tu veux que je naisse pas? Mais écoute, depuis quand le soleil descend d'un papa? Je comprends pas. Je comprends pas ta phrase. Bizarre provenant de toi. D'un autre, j'aurais compris, mais de toi... L'épouse, quand les hommes, eux, doivent travailler et subsister aux besoins du foyer. Tout dans les campagnes publicitaires de l'époque appuie cet effet, et cette volonté de glorifier la femme au foyer modèle, capable de gérer les enfants... Quelle horreur! Mais quelle horreur! Même si quelques avancées vont permettre aux femmes de commencer à travailler, elles sont encore très dépendantes de la structure familiale et du mari. Il faut quand même attendre 1965 en France pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire ou exercer un travail sans l'autorisation de son mari.
Aux États-Unis, par exemple, même si techniquement les femmes pouvaient ouvrir un compte en banque dès 1960, la plupart des banques refusaient sans la présence du mari. Alors imaginez un seul instant. Vous imaginez ça en 2024 ? Après, voilà, il faut pas trop rigoler, hein, parce que y a des gens, ils veulent revenir à ça. Il y a des gens, ils veulent revenir à ça, vous imaginez ? La dinguerie, quoi. Ouais, va demander à ton mari, là. C'est un peu comme ton père, finalement, hein. Oh là. Je m'en remettrai jamais, moi. Je m'en remettrai jamais. Et plus particulièrement des mères célibataires. La structure en réseau et en vente directe des sociétés comme Tupperware ou Thermomix et l'existence même du principe du MLM a donc, selon moi, une raison logique d'être apparue et de s'être autant développée. C'est sûrement à ce moment-là réellement une opportunité pour des femmes au foyer de non seulement sortir du milieu familial, mais aussi d'entreprendre simplement et de gagner un peu plus sa vie. Une des premières... Oui, et d'être plus indépendante aussi du coup, et de rencontrer des gens, de sortir aussi de, je suppose, hein, finalement de sa cuisine, en fait, à l'époque, où elles étaient littéralement enfermées, ça devait amener plein d'avantages. Mais voilà, encore une fois, c'est jamais les idées de base qui sont mauvaises, hein, quelles qu'elles soient, souvent, enfin, je veux dire, rarement c'est vraiment ultra mauvais. C'est toujours quand on les développe qu'on voit les problèmes. Et le souci, c'est qu'à chaque fois que les gens les développent, qu'on voit les problèmes, les gens qui croyaient à l'idée de base, qui rêvaient de cette idée de base, souvent s'aveuglent et ne veulent pas voir les problèmes sous-jacents. Soit parce que eux-mêmes en profitent, soit parce qu'ils n'arrivent même plus à croire qu'une alternative existe. Et on le voit très bien aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand on voit, quand ça parle de politique, etc., on voit que les gens ne votent pas en majorité extrême droite parce que, alors bon, c'est discutable, mais parce qu'ils ont des stéréotypes, mais ils votent principalement parce qu'ils se sentent piégés dans un système où, au final, le seul moyen d'en sortir, c'est d'aller à l'extrémité du système, donc à l'extrême droite, pour que les gens de droite se posent des questions. Et c'est pour ça que ces gens-là le font. Mais et quand vous voyez les discours sur la gauche, je vais dire sur le fond, c'est toujours les mêmes arguments, c'est toujours des c'est impossible, c'est irréalisable, c'est un rêve finalement éveillé, quoi. Et ça, je vais dire, alors je parle de la gauche, mais il faut savoir que c'est avec n'importe quel autre système alternatif, qu'il soit de gauche ou de droite en fait, hein. Et parce qu'il en existe aussi. La droite progressiste n'est pas juste une théorie, hein, je veux dire, ça existe. On la voit plus beaucoup, mais elle existe, hein. Les entreprises de MLM au monde, Avon en est pendant un moment littéralement devenu le synonyme de cet entrepreneuriat féminin aux États-Unis en vendant des produits de beauté. Mais si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour comprendre une chose qui semble assez évidente, nous ne vivons pas dans anniversaire. le même contexte Et regarde, t'as reçu un Tupperware. Et si à une oh là là, certaine époque, j'en rêvais de ce MLM Tupperware. semblait être de véritables opportunités pour toute une frange de la population, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Ensuite, comment ça marche? Comment est-ce qu'ils recrutent? Alors, beaucoup par DM, notamment DM Instagram. Je pense qu'on a tous reçu le petit DM Salut ma chérie, comment tu vas? J'ai une super opportunité pour toi. En gros, les MLM, comment est-ce qu'ils recrutent? Ils recrutent en fait généralement, principalement sur Instagram. Ah, mais c'est ça tous ces messages que je reçois sur Instagram, où il y a des gens littéralement qui disent « Mais elles sont trop belles tes photos d'animaux !» Alors que j'en ai genre une de mon chat. Et je suis là, mais le trois quarts des photos, c'est moi. Ah, attends. Oh, mais je crois que je comprends enfin. C'est de moi qu'il parlait? Ou qu'elle parlait? Ah merde! Aïe aïe aïe, c'était en fait une insulte! Instagram et sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Et ils t'envoient des DM, je pense qu'on a forcément vu passer des Salut chérie, j'espère que tu vas bien, genre on est trop besta. J'ai une super opportunité pour toi, tu peux faire. J'ai une trop bonne opportunité, hein. 99% des vendeurs recrutés par un système MLM perdent ou ne gagnent pas d'argent. Et si la rentabilité de ce type de modèle est pointée du doigt, un autre problème l'est sûrement encore plus. Les techniques utilisées pour recruter et conserver les membres dans une structure marketing MLM ressemblent à s'y méprendre à celles utilisées par les sectes. Ah si tiens, on y arrive. Le tissu social était assez spécifique, hein, globalement le boom économique d'après-guerre, le MLM a su récupérer des éléments propres aux sectes pour structurer son propre marketing après la fin des 30 Glorieuses. Petit tutoriel à l'usage de tous pour reconnaître un MLM avec un léger goût de secte. Premier point, vous visez presque systématiquement des jeunes mamans, si possible célibataires pour accentuer le besoin d'argent. Deuxième point, vous... Oh là là, quelle horreur. C'est comme dire, vous focalisez sur les SDF
parce qu'ils ont besoin d'argent. Et donc, ils voudront bien faire tout ce que tu demandes pour 2-3 pièces. Vous avez une promesse très spécifique sur la possibilité d'être à la fois une mère accomplie et une mère entrepreneuse. Troisième point, la mise en place de groupes privés et exclusifs, que ce soit en vrai, mais surtout en ligne depuis quelques années. Quatrième point, la mise en avant d'un modèle de vie standard structuré par la marque qui vous permet d'avoir un équilibre parfait entre votre vie de famille et la vie économique. Cinquième point, de façon plus évidente, dès que vous voyez des avis comme quoi le fait d'être vendeur indépendant a changé la vie des personnes, que vous devez acheter un kit de départ et que les réseaux utilisent des hashtags comme mompreneur, ça sent le MLM. Et... Regardez comme c'était incroyable d'être précaire finalement. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Non mais c'est quoi tous ces gens qui veulent de l'argent finalement? Moi vous savez l'autre jour, j'ai été dans un des pays du tiers-monde et j'ai vu quelqu'un avec un grand sourire. Et pourquoi vous pouvez pas être comme eux? Ils ont rien et pourtant ils sont heureux. Oh là là! Et enfin, dernier point, et peut-être sûrement le plus parlant, si votre vieille amie du collège ou du lycée sur Facebook, à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, vous envoie une invitation pour liker une page d'un service ou d'un produit qui ressemble à ça, félicitations, vous êtes en plein dedans. Et si Thermomix ou Tupperware avant eux, ils sont plutôt bénins, dans le sens où les produits sont quand même, on va dire, un peu utiles et non dangereux. Des entreprises beaucoup plus toxiques se servent aussi de ces mécanismes pour exister, comme l'une des plus connues au monde, Herbalife. J'ai une de mes ex qui était tombée là-dedans, enfin, une de mes ex-relations, et en vrai... Bon, heureusement, elle s'en était rendue compte, mais c'était, j'avoue, je l'avais appris par après. Et c'est vrai que c'est vraiment des techniques de... Moi, c'était sur le téléachat en plus. Et c'est vraiment des techniques, ils font tout pour essayer de te ramener vers eux et tout, et de te faire croire que leur produit marche, alors qu'en fait, c'est de la bonne grosse de mer. Le discours d'indépendance financière, tout simplement, une forme de réseau communautaire d'entraide, où l'échec structurel même du modèle n'est jamais remis en cause, et où chaque élément perturbateur est mis sous silence. Certains MLM vont même jusqu'à pousser leurs revendeurs à se couper de leurs proches, qui oseraient critiquer l'entreprise mère. On défend cette marque qui nous donne rien, jusqu'au bout de nos ongles. Et dos au mur, face à un modèle économique où tout le monde perd, désespéré d'y avoir mis tous ses espoirs... Tout le monde perd, tout le monde perd sauf la marque, finalement, hein. On va pas se mentir. On lance une pièce dans la machine en recrutant quelqu'un d'autre de notre entourage. La contradiction, la remise en question, poubelle. La marque devient absolution et vous devenez son bras armé. Si je vous parle de construction de marque, de MLM et de femmes au foyer depuis le début de cette vidéo, c'est en partie pour ça. Si objectivement très peu de MLM peuvent se targuer d'être des sectes, cette branche du marketing pioche allègrement dans des mécanismes psychologiques propres aux sectes pour l'appliquer à la construction d'une marque. D'où cette impression un peu nauséabonde qui gravite autour. Est-ce que Thermomix, depuis des dizaines d'années, utilise des techniques marketing pour favoriser un aspect sectaire? Sûrement. Est-ce que ça en fait pour autant une secte? Non, pas du tout. Pour autant, et parce qu'au final ça reste le but de cette chaîne, je pense qu'il est important de garder un œil averti sur ces questions. Encore une fois, c'est pas à moi d'émettre un jugement sur ces pratiques, Mon rôle, c'est simplement de faire le point avec vous. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez une image d'ensemble un peu plus intéressante de ces entreprises. Hey, c'est Samy. Salut Samy! J'espère que la vidéo vous a plu. C'était cool. Ça a été pas mal de boulot pour la réaliser. J'en profite. Ah, c'est la remerciement, je vois pas, mais c'est pour les 25 000 abonnés, c'est pour ça. Waouh! Franchement, sa vidéo, elle était sympa. Je dirais que le son était un peu faible, de manière générale, parce que même moi, sur mon stream, j'ai dû l'augmenter. Pas trop pourquoi, mais tranquille. Mais sinon, franchement, c'était chouette. C'était intéressant. Non, mais en plus... vous savez, moi je travaille dans le marketing, donc je sais un peu toutes les ficelles qui sont tirées, tout ce que j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes, et c'est assez intéressant d'ailleurs de manière générale. Alors attendez, on va s'abonner, on s'abonne, c'est de la qualité et on met un pouce bleu, parce qu'il a bien raison, il faut faire attention à ces pratiques. Hop, je reviens comme ça. Mais ouais, effectivement, il y a pas mal de marques où un peu, on rigolait en disant Apple Addict à l'époque, mais c'était un peu le cas. C'est essayer de rendre le consommateur fidèle au point de ne plus réfléchir et de carrément ne jurer, on va dire, de la qualité du produit seulement par la marque. Ah, comme c'est Apple, je lui fais confiance. Voilà. Comme c'est Apple, ça va être bien. Et voilà, j'utilise Apple parce que c'est l'un de ceux qui, je pense, sont les plus représentatifs et que je connais le mieux. Mais
je vais dire, ça peut s'appliquer à tout un tas de marques. Et je le rappellerai jamais assez parce que j'ai l'impression que Samy est peut-être aussi dans cette même vibe. Donc je vous le rappelle, c'est la chaîne de Hey Samy qui a l'air extrêmement chouette. Je vous invite à vous abonner. Eh bien, il faut toujours se méfier du marketing. Si ça ne marchait pas, encore une fois, vous n'en auriez pas autant, vous n'auriez plus de publicité, vous n'auriez plus dans les rues, tout ça, des affiches pour vous vendre des produits. Non, ça marche même extrêmement bien. Et encore une fois, ce n'est pas parce que même vous auriez la chance de ne pas être réceptif à une des techniques de marketing que vous ne serez pas réceptif à toutes les techniques de marketing. Vous serez forcément réceptif plus à certaines qu'à d'autres. Donc vraiment méfiez-vous, ça peut faire tourner la tête et comme vous le voyez, vraiment en plus vous absorber dans des choses beaucoup plus sombres. Bon voilà, maintenant il faut pas évidemment voir le mal partout, c'est pas parce que c'est de la publicité que forcément c'est négatif et faut cracher dessus, mais il faut être toujours vigilant. Et moi je pense que la vigilance ça commence par ne pas se croire invincible, parce que tous les gens que j'ai vu et qui ont toujours pensé non mais moi ça me touche pas, non mais quel que soit le sujet d'ailleurs, quel que soit le domaine, eh bien à chaque fois c'était ceux qui étaient les plus vulnérables en réalité. Donc prendre conscience de ses faiblesses, c'est en réalité se renforcer. Bref, sur ces belles paroles, je crois qu'on va s'arrêter pour cette première vidéo, on va passer à la suivante.